écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Vous êtes une espèce en voie d'extinction. Peut-être, monsieur. Mais on n'y est pas encore. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. On est très content de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Ragging Fire Club, puisqu'aujourd'hui on va parler d'une nouvelle figure légendaire du cinéma hongkongais, un acteur que quasiment tout le monde connaît, je pense, puisqu'il a une carrière extrêmement riche et on va en parler. Je suis avec mes deux collègues de toujours, Max Pereira et Paul Gossem, et aujourd'hui on a un invité et on est très heureux de le recevoir, c'est monsieur Sébastien Lecoq. Comment vas-tu ? Ben ça va, très bien, merci de m'inviter dans cette belle émission. Donc, merci à vous. C'est avec plaisir, hein. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de ta présence. Salut Max, salut Paul, comment ça va les gars ? Salut les gars, bah écoutez, ravi d'être là, ravi de recevoir Seb et puis de faire une émission avec vous sur un personnage que tout le monde connaît sans vraiment le connaître, donc ça va être sympa de pouvoir en parler. Seb, tu te présentes un petit peu pour les gens qui sauraient pas qui tu es? Ouais, bien sûr. Donc moi, Sébastien Lecoq, comme l'a dit Nathan. Donc moi là, j'ai beaucoup regardé le film hongkongais et puis j'ai beaucoup circulé un peu dans le milieu. J'ai commencé par écrire des critiques pour HK Mania notamment. Et puis là, dernièrement, j'ai sorti un livre sur Ringo Lam, donc Ringo Lam l'incendiaire, qui est sorti aux éditions Aardvark. Donc les éditions Aardvark qui avaient déjà sorti le polar de livre de Marvin Montes sur le cinéma d'action hongkongais en général. Donc voilà, moi j'ai plus concentré sur Ringo Lam, qui est un metteur en scène que je suis depuis très longtemps en fait. Et voilà, c'est un peu le livre, c'était la concrétisation de plusieurs années, plusieurs décennies même de recherche et d'amour, on va dire, pour Ringo. Donc voilà, là maintenant le livre est sorti, donc c'est plutôt cool. J'ai eu des bons retours, je suis content de ce que j'ai fait. Donc voilà, en gros, je suis un fan de polar hongkongais qui a passé le cap pour écrire un livre sur des polars hongkongais. Et tu participes aussi à certains podcasts, hein, il me semble. Ouais, je participe au podcast. Bon là, du coup, ça n'a rien à voir avec Simon Hongkongais, mais le podcast que Nick Fury sur Discordia. C'est-à-dire qu'on analyse toute la filmographie de Nicolas Cage, donc tous ses films, de ses débuts jusqu'à la fin. Et donc, comme il tourne toujours, je pense qu'on n'est pas prêt de s'arrêter parce qu'il tourne plus que nous n'enregistre. Donc, voilà, toujours des nouveaux films sur lesquels on peut discuter. Et donc, voilà, il y a des liens que Nick a tourné avec John Woo. Donc, voilà, FSR, tout ça. Donc, voilà, et Hong Kong est jamais très loin de ce que je fais. Alors bien entendu, tout cela est vivement conseillé. On rappelle que le livre sur Ringo qui est sorti chez Aardvark, qui est un super bouquin, il est toujours dispo. Donc on vous conseille, pour ceux qui ne l'ont pas encore, de vous le procurer. Et alors ça faisait longtemps qu'on parlait de faire une émission avec Sébastien. Et Sébastien nous a dit, moi j'aimerais bien faire une émission sur Ching Fui On. Alors on va parler de Ching Fui On. Ching Fui On, la gueule la plus célèbre du polar hongkongais pour moi. Voilà, comme disait Paul, c'est un gars que tout le monde connaît sans connaître, parce que les gens qui ont regardé les films hongkongais l'ont déjà vu, cette espèce de grande carcasse là qui voit toujours les méchants dans les polars. Et voilà, c'était l'occasion de parler un peu de lui plus en détail, d'apprendre un peu à connaître. Il y a des filmographies très très longues.
Alors c'est quelqu'un qui a une filmographie, ouais, à presque 300 crédits, hein, qui a eu pratiquement jamais de premier rôle, hein, qui a souvent joué les méchants de service, mais qui a une filmo longue comme le bras, qui a joué dans plein de films importants. On va essayer de revenir sur ce qui nous semble important, et puis on va se concentrer sur aussi un film après. On vous parlera du film dans lequel il tient le premier rôle. Enfin voilà un peu comment va se dérouler l'émission. Vous connaissez le Raging Fire Club, ça part un peu toujours dans tous les sens, donc on n'a pas de plan précis, hein. Alors est-ce que tu peux nous présenter un peu ce bonhomme, nous dire qui c'est, comment il a commencé, voilà, enfin nous présenter Ching Foy On pour ceux qui le connaissent pas, et puis pour nous aussi, on va apprendre plein de trucs, ça j'en suis sûr. Alors Ching Foy On, moi quand je le présente, je dis toujours que c'est le méchant le plus célèbre du polar hongkongais. Donc c'est un mec qui a vraiment une gueule qu'on n'oublie pas, quoi, un visage buriné. Il était très grand, il dépassait tout le monde d'une demi-tête voire d'une tête dans les films. Et en fait, dès que tu le vois, tu sais que c'est le méchant, quoi, vu qu'il a fait un peu que sa carrière sur ça. Et moi, c'est quelqu'un qui a suivi tout mon apprentissage du cinéma hongkongais, parce que voilà, on commence avec les grands, les John Woo, les Soyak, les Ringolam, Chow Yun-fat et compagnie, et lui, il était tout le temps là dans l'ombre. Et à la fin, je me suis dit, putain, mais qui c'est ce gars qui est tout le temps là, qui joue les méchants, qui tue des hommes, des femmes, des enfants sans pareillement, en fait, c'est quelqu'un qui est toujours là, qui joue les méchants. Et moi, ça m'a intéressé parce que j'aime bien un peu ces figures un peu de l'ombre comme ça, qui sont là, qu'on connaît pas trop, mais qui ont des parcours et des films intéressantes. Et donc Ching Foy On, c'est vraiment un peu le modèle de ça, en fait, l'acteur qui a participé énormément à la renommée du cinéma hongkongais sans être une star pour autant. Donc c'est quelqu'un qui a grandi dans une famille pauvre, là, qui a connu un peu la difficulté quand il était jeune. Il a quitté l'école pour aller travailler parce que voilà, sa famille avait besoin d'argent, il pouvait plus s'occuper de lui, quoi. Donc il allait travailler, et son premier boulot, il a trouvé un peu comme grouillot, comme homme à tout faire à la Shaw Brothers. C'est-à-dire, voilà, et son boulot, c'était un peu c'était un espèce de manœuvre ou quoi sur les plateaux, quoi. Il devait faire un peu tous les petits boulots, les petits sales boulots de l'ombre pour la Shaw Brothers. Et voilà, en entrant à la Shaw Brothers, il a commencé un peu à faire un peu de tout, à toucher à tout, à être présent sur les tournages, à voir comment les tournages se passaient, etc. Donc après ça, il y a eu quelques zones d'ombre, parce que voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis, qui a grandi dans la rue, qui avait beaucoup d'amis, qui est un peu pas dans les triades, mais un peu dans les gangs, dans les petits gangs de rue comme ça hongkongais. Et voilà, c'est quelqu'un qui est un peu dévié, donc qui a fait un peu de prison, qui a été en prison, qui a un peu fait de la petite criminalité, quoi, un peu c'est un peu les petits trucs qu'on voit dans les polars, qu'en fait, avant de les jouer à l'écran, lui, il a été lui-même. Et en fait, lui explique qu'il a eu une révélation, qu'il était sur la mauvaise voie quand il a eu un enfant quand il était en prison. Et en fait, quand il est rentré chez lui après sa peine, son enfant l'a traité de voyou et de gangster. Et donc là, lui, ça l'a fait du mal. Il dit, moi, je veux pas grandir, donner cette image-là à mes enfants, donc je vais essayer de faire autre chose. Et petit à petit, il est entré dans le monde du cinéma. Donc avec son expérience un peu à la Shaw Brothers. Donc voilà, il était là, il a commencé à travailler un peu sur les films de Danny Lee. Il a commencé à travailler à la télé. Puis Danny Lee a vu un peu son physique atypique, donc qui est très grand, son visage un peu sa mine patibulaire, quoi. Et donc la Ching Foy On va commencer un peu à se faire une petite place dans le milieu du cinéma, mais c'est vraiment Danny Lee qui va lui mettre le pied à l'étrier en tant qu'acteur. Parce que bon, Danny Lee, grand nom du polar, c'est un peu le monsieur polar à Hong Kong, Danny Lee. Et il s'y tient, ce gars-là, cette grande carcasse là, je peux en faire quelque chose. Il a commencé à le mettre dans ses films, à jouer les petites frappes, un rôle qu'il connaissait bien. Et de fil en aiguille, Ching Foy On a commencé à tourner beaucoup de films. Et donc il a une filmo excessivement longue, comme on disait en entrée. Et donc voilà, c'est vraiment lui, c'est vraiment Danny Lee, vraiment, qui est le personnage le plus important dans la vie de cinéma de Ching Foy On, parce que c'est vraiment lui qui l'a mis en lumière. Et voilà, et les deux ont vraiment lié une amitié qui est restée assez vivace. Donc ils sont toujours restés très proches. Et après, bon, beaucoup de monde, je pense que c'est aussi le cas pour nous, ont découvert Ching Foy On dans The Killer de John Woo. Ouais,
Voilà, c'est un de ses rôles les plus emblématiques. Et une fois qu'il a joué dans The Killer, après c'était l'escalade, il a tourné des films. Et voilà, si on voyait un polar hongkongais entre 85 et 95, il était dedans, quoi. Après, c'est pratiquement inévitable. C'est quand là, entre les années 87 et 93, 94, il tournait entre 20 et 25 films par an. C'est incroyable. Donc voilà, c'est une film. On parle souvent d'Anthony Moore, mais voilà, Ching-Chua n'a pas grand-chose à lui envier niveau staccanoviste des tournages. Je reviens un peu sur tout ce que tu as dit, sur son passage à la Shaw Brothers. Alors ouais, je suis d'accord, je pense que Danny Lee, c'est vraiment le personnage central de la carrière de Ching Fui-on. Déjà d'une, parce que je pense que je sais pas, c'est une supposition, mais je pense que la présence de Ching Fui-on dans plusieurs films de John Woo, dont sa mythique présence dans The Killer, où Danny Lee joue le rôle principal, je pense que Danny Lee est aussi a été quand même là pour pouvoir le proposer, ça a été son grand ami. Et puis Danny Lee aussi, c'est sa première réalisation, c'est aussi une co-réal avec Lam Nam Choi qui s'appelle One Way Only. C'est le premier film que Danny Lee a réalisé, et on verra aussi justement Ching Fui-on jouer dans pas mal de films de Lam Nam Choi. Alors comme ça de tête, je me rappelle qu'il est dans Earth Vengeance, il est dans Killers Nocturne. Donc je pense que Danny Lee, c'est vraiment un maillon important de la carrière de ce bonhomme. Et il a rencontré aussi quelqu'un d'autre à la Shaw un peu avant Danny Lee, et c'est juste pour faire un petit lien avec une émission qu'on a fait sur Meng Hoi il y a pas longtemps de ça, il y a 2-3 émissions, et il a aussi été un peu formé par Bruce Leung, au niveau de la chorégraphie, il lui a servi pas mal d'assistants, et j'ai trouvé ça marrant, ce point commun. Alors c'est le point commun avec Meng Hoi, c'est un physique atypique. Meng Hoi, c'est le petit garçon, le petit garçon éternel. Lui, c'est le grand costaud. Il fait 1m85. Pour un Chinois, c'est un géant. C'est vraiment un physique atypique. Ching Fui-on, pas formé, mais qui a fait ses premières armes avec Bruce Leung et qui est un éternel second couteau. Donc, j'ai trouvé marrant ce parallèle entre Meng Hoi et Ching Fui-on. Et ouais, je voulais revenir, sur le fait que Danny Lee, vous pourrez me contredire, mais je pense que vraiment c'est la personne qui va faire sa carrière. Oui, d'ailleurs, Danny Lee va avoir une petite embrouille avec Stephen Chow à un moment donné, puisque Stephen Chow va être quelque peu, on va dire, il va pas lui rendre la monnaie de sa pièce, parce que c'est aussi Danny Lee qui a révélé Stephen Chow, et dans la petite brouille qu'ils vont avoir, Ching Fui-on va vraiment prendre le parti pour Danny Lee. Donc c'est pour vraiment confirmer que Danny Lee, ça a vraiment été le pilier dans sa reconnaissance au niveau de sa carrière, comme tu dis, et notamment dans un film qui s'appelle Law Enforcer, qui est très important pour le début de sa carrière, et c'est un peu son mentor dans le cinéma. Ouais, c'est clair. C'était son premier rôle à Ching Fui-on, il me semble. Un de ses premiers vraiment important, ouais, je crois. Important, quoi, je veux dire. Ouais, en dehors de ses figurations et tout ça. D'ailleurs, il paraît que sur le tournage, ils étaient un peu frités avec Danny Lee parce qu'il faisait un petit peu n'importe quoi. Je crois qu'il a bousillé une voiture, un peu sans faire exprès, sans faire vraiment attention. Et il y avait quelques petites frictions entre Danny Lee et lui sur le tournage. Mais au final, ça a donné un film plutôt sympa. Je l'ai revu il y a quelques mois, c'est assez efficace. Ce qui est marrant, c'est Excuse-moi, je t'ai coupé, John. Non, c'était juste pour dire que c'était un petit polar HK assez classique. C'est marrant, c'est un peu la comparaison de ces deux gars, quand on sait qui est Danny Lee, qui l'ami de la police hongkongaise, qui a même voulu y rentrer. Alors, on sait pas trop pourquoi il a pas pu y rentrer, ce qui paraît, il avait de l'asthme, ou je sais plus exactement, mais il y avait un truc qui faisait que, lui, ça a toujours été quand même un amoureux de la police. Et puis, bien sûr, c'est un gangster qui a même fait de la prison. Donc, c'est assez marrant de voir ces deux personnes, finalement, se retrouver, qui sont quand même vraiment des opposés quand on voit, finalement, qui ils sont, quoi, dans leur vie, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Puis ce qui est intéressant, moi, alors Ching Fui-on, c'est vraiment, c'est une gueule pareille, mythique du cinéma de Hong Kong. Moi, je l'ai même découvert dans le film de Jackie Chan, parce que même dans certains films de Jackie Chan, il apparaît brièvement en tant que petit rôle, second rôle, etc. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, chez Ching Fui-on, c'est vraiment son parcours, où je me sens assez proche, puisque c'est un fils de paysan catholique prolétaire de campagne. Donc et qui a en plus pimpé un peu sa vie, puisqu'il a quitté sa campagne, il a quitté sa province, il est allé en ville, et puis il a eu une vie, il a eu 1000 vies, puisqu'on va en parler plus tard, mais il va effectivement commencer en bas de l'échelle, comme tu l'as dit, Seb, tout à l'heure, il va être manard dans plein de petits boulots, il va être videur de boîtes de nuit, il va vraiment partir du bas,
dans la volonté comme ça de pimper un peu sa vie. Et puis il va faire plein de rencontres. Et puis au fur et à mesure, ça va quand même devenir une figure importante du cinéma de Hong Kong. Il va même être super connu. Il va même aller jusqu'à faire des séries télé en Chine. Il va même être connu en Chine, faire des pubs, etc. vers la fin de sa carrière. Il va être maire il va revenir dans son petit village. Il va devenir maire de son petit village, sa petite commune qui s'appelait Nam Wai, dans le district de Sai Kung, où j'ai eu la chance d'aller aussi d'ailleurs, qui est un endroit très chouette, qui est vraiment dans la campagne perdue dans les nouveaux territoires. Et donc voilà, moi je me sens assez proche et j'adore ce type de parcours de mecs qui viennent vraiment des coins les plus paumés de la terre et qui se retrouvent. Il a vraiment eu une vie de pimp, quoi. Il a fréquenté les gangsters, il était super riche, il a eu plein de meufs. Enfin c'est le type de vie quand tu viens d'un endroit comme ça que t'es pas du tout destiné à avoir normalement, et je trouve toujours ce truc, il a frôlé un peu avec la marginalité, et puis le côté catholique aussi fait qu'il a eu une rédemption à un moment donné par rapport à ce que tu dis, par rapport à la naissance de son fils, son passage en tôle, toutes les conneries qu'il a pu faire. Il s'est dit bon, il faut que je fasse des choses bien pour ma communauté, donc il est retourné dans son village, il s'est fait élire en tant que maire, hein, il s'est fait élire, et puis il a donc c'est voilà des parcours comme ça. De marginaux que moi j'aime beaucoup. C'est des types qui avec un côté rédemption. Moi j'aime bien ce type, et puis qui ont eu une vie incroyable. Donc moi je suis presque plus fasciné par sa vie, même si attention, il a fait un nombre incalculable de chefs-d'œuvre et de films importants, mais sa vie, on en parle. Moi je voulais la mettre un peu en perspective parce qu'elle est super intéressante, quoi. Quand on creuse vraiment, elle est vraiment formidable, quoi. C'est assez atypique à Hong Kong, ce type de profil, en fait. On pourra faire un film avec sa vie. Hein. Ouais. Parce que c'est vraiment incroyable. Il a vraiment un parcours de rédemption, un parcours très cinématographique, en fait. C'est vraiment... c'est un peu l'histoire de film hongkongais, la Story of a Discharged Prisoner, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. C'est quelqu'un qui a fait de la prison, c'est un criminel, on va dire les choses, et puis qui est sorti de là, qui a réussi à s'en sortir, pour qu'il y ait une vie une vie plus grande que la vie, quoi, quelque part. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de gouailles aussi, donc qui arrivait à s'en sortir par la tchatch, tout ça. Et c'est un peu comme ça qu'il a réussi aussi à convaincre Danny Lee, Danny Lee a été charmé par la personne plus que par le comédien, parce qu'il n'était pas comédien à la base. Donc il a vu ce personnage-là, il a dit lui on va faire quelque chose, parce que voilà, il avait cette dégaine, cette façon de parler aussi qui est assez particulière. Un vécu, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, comme je vais reprendre l'expression de je sais plus quel comédien a dit, c'est un mec, tu lui mets une veste en cuir, un flingue, ton personnage il est là, quoi. Donc, lui c'est le personnage. Et ce qui est marrant aussi pour venir avec cette histoire d'amitié avec Danny Lee, c'est que c'est un peu la même histoire entre Danny Lee et Ringo Lam et Nam Yin, parce que Nam Yin a fait de la prison aussi pareil, et c'est que Danny Lee était très 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 proche de Ringo Lam et de son frère, et donc c'est grâce aux connaissances de Nam Yin et de son amitié avec Ringo Lam que Danny Lee a pu jouer un braqueur dans City on Fire. C'est la seule fois où il joue un rôle de méchant. Ouais, et encore une fois là, il y a des parcours comme ça qui se croisent entre l'amitié de Danny Lee, le super flic, avec des gens qui ont frôlé qui étaient des criminels, parce que bon, Nam Yin a fait de la prison aussi. Donc voilà, c'est comme quoi, malgré les différences, quand on s'intéresse aux hommes plus qu'à leur vie, on peut vraiment créer quelque chose de fort. Et oui, le parcours catholique là, qui est un paysan et tout, c'est un peu un parcours aussi à la Cheval Fat, qui lui aussi vient d'un petit village comme ça de pêcheurs, vraiment très très pauvre, et qui par son travail aussi a réussi. Cheval Fat a jamais frôlé la criminalité, tu vois, t'es quelqu'un de très un homme bon, comme on dit à Hong Kong. Voilà, c'est un de ces parcours qui est plus grand que lui quelque part, et qui a été primordial aussi. Son parcours est primordial pour sa carrière, parce qu'il a pu mettre tout son vécu dans ses rôles. Et là, cette histoire-là d'un peu de brouille avec Danny Lee, c'est parce que Shin Fyon, c'est quelqu'un qui jouait pas en fait, qui était, ou parfois il avait des manières un peu brusques sur les plateaux. Il connaissait pas cette espèce de règles de tournage, donc lui il était sur les tournages comme dans la vie, quoi, que s'il fallait empoigner un gars, il l'empoignait, il le secouait comme s'il avait secoué un client quand il était videur. Donc c'est tout ça aussi qui a fait de Shin Fyon ce qu'il était au cinéma. Alors, puis en plus, qui participe aussi un peu à ça. Moi, je trouve qu'il est un peu mort comme il a vécu, c'est-à-dire, c'est un prolétaire, hein. Le gars, il a travaillé jusqu'à la mort. Alors, il est mort en 2009, hein.
On l'a pas dit, c'est quelqu'un qui est décédé du cancer. Alors excusez-moi, je sais plus exactement duquel. Il s'en était rendu compte en bossant. Il bossait sur un film de Wakai-Fai, le binôme de Johnny To, hein, sur alors le film c'était Himalaya Singh, il me semble, où il a commencé à avoir des saignements et tout ça, à se rendre compte que ça allait pas bien. Et malgré sa maladie, comme un prolo, il est parti bosser jusqu'à crever, quoi. Et alors moi, le dernier film que j'ai vu, j'ai pas vu sa dernière apparition au Kong Adrenaline, je l'ai pas vu. J'ai vu The Detective là des frères Pang, qui est un film que je trouve d'ailleurs pas terrible. Mais par contre, on le voit, il est là, il fait le commanditaire d'un détective privé, et on le voit très diminué, très fatigué. Et donc le gars, même malade, même au bout du bout, il a continué à charbonner, quoi. Et c'est vraiment à l'image du personnage, quoi, et de ce genre de personnes qui, jusqu'à la mort, ils y vont, quoi. Quand il faut y aller, faut y aller. Et donc c'est assez marquant, même la manière dont il est mort et la manière dont il allait même pas se faire soigner, rester sur les tournages. C'est pour ça d'ailleurs que sa maladie a dégénéré, hein. C'est que le gars il préférait bosser, quoi. En fait, il a eu un moment ça allait mieux, son cancer, et je crois au bout de 2-3 ans, il y a eu une rechute, et c'est là où vraiment ça l'a achevé. Mais effectivement, il était pas raisonnable, et je pense qu'il avait un mode de vie, de toute façon, qui vivait à 100 à l'heure, et moi, c'est ce que j'ai un peu compris dans ce que j'ai lu, c'est que voilà, il était à la fois protecteur, les gens l'appelaient quand ils avaient besoin de lui, donc peut-être qu'il devait aussi se sentir redevable chez certaines personnes de continuer à bosser, peut-être aussi pour rembourser certains trucs, ou je sais pas, en fait, il y a 1000 mystères, mais en tout cas, comme tu dis, il a charbonné jusqu'au bout, et il a fait son devoir jusqu'au bout, et il a fait son boulot jusqu'au bout, ce qui est vraiment un profil de prolo typique, du mec qui bosse jusqu'à la fin, et qui est là jusqu'à la fin, quoi. Donc voilà. Il a beaucoup bossé sur la fin parce qu'il voulait mettre sa famille à l'abri. Ouais. Apparemment, il a dépensé beaucoup d'argent pour se faire soigner. Et sa fortune a bien diminué. Il paraît que son cercle d'amis aussi, du coup, il a pu faire le tri, voir qui restait, voir qui partait. Ouais, à la fin, il restait. Il reste parmi les gens connus, il y avait Nick Chung, Alan Tam et Eric Tseng, qui étaient proches, mais à part il a perdu beaucoup d'amis apparemment sur la fin. Ouais, la plupart. Ouais, il avait aussi loué une amitié avec Wang Shikeng qui avait lui aussi, qui avait un cancer lui aussi. Et donc voilà, les deux se sont un peu soutenus. Et effectivement, donc ça allait mieux en 2017, ça allait mieux. Donc il a pu recommencer à tourner. Puis après, il a fait une rechute, et là, la rechute lui a été fatale. Parce que il voulait rester proche de sa famille, de ses amis. C'était quelqu'un qui était, il y a un peu ça on a un peu cette image des gangsters, c'est une espèce de loyauté envers les siens. Et donc lui, il avait ça aussi. Il voulait rester proche de ses amis, il voulait tourner avec eux. Il voulait finir il voulait finir sa vie entouré de ses amis, de sa famille. Donc là, Nick Chung, Eric Tseng, on en a parlé. C'est vraiment pour ça qu'il continue à bosser, quoi. Il voulait pas s'arrêter, être isolé chez lui. Il voulait être avec ses amis et tout. Quitte à se priver de quelques années de vie, lui il se disait autant mourir en bossant le sourire aux lèvres que triste chez moi, quoi. Ouais. Voilà, ça fait aussi partie du personnage, de ce côté un peu excentrique. C'était un homme de bande aussi. Il avait sa bande d'amis. Il avait sa bande de quand il était plus jeune, sa bande de gangsters. Puis dans sa bande de cinéma aussi. C'est un peu une mentalité un peu à l'ancienne, quoi. Comme il y avait aussi dans le cinéma français, il y avait ses bandes d'amis. Et donc moi aussi, pour rester un peu sur le cinéma français, c'est quelqu'un que je compare un peu à Michel Constantin. Il a un peu le même physique comme ça, la même carrure, un peu le même genre de rôle. Et voilà, ce côté vraiment second rôle, un peu indispensable. Et ça résume bien sa vie, quoi. Là, quand j'en parle à quelqu'un qui connaît pas trop, je dis imagine-toi un Michel Constantin chinois un peu. C'est vrai. Carrément bien vu. Ouais. Alors cette grande carrière est longue et fructueuse carrière, comment on l'attaque, de quoi on parle, est-ce qu'il y a des films sur lesquels vous voulez qu'on s'arrête, moi c'est comme vous voulez. Je pense qu'on pourrait peut-être parler directement de son film où il tient le premier rôle pour la première fois, peut-être, qui est édité justement en sortie physique en Blu-ray chez 88 Films, si ça vous va, hein. Il n'y a pas de problème. Ouais, très bien. Il s'agit de The Blue Jean Monster, qui est sorti en 91, si je dis pas de bêtises.
qui est une comédie d'action un peu fantastique, puisqu'il va incarner rien de moins qu'un flic mort-vivant. Il se fait tuer pendant son service et il revient à la vie. Il va essayer de boucler son enquête tout en cachant le fait qu'il c'est un zombie, quoi. Alors, je pense qu'on peut dire que ça nous fait penser à Flic ou Zombie, qui était sorti en 88. Je me demande si c'est ça, ça a été un peu inspiré, peut-être. Je pense que voilà. Mais en tout cas, c'est un film très très sympa. C'est son premier vrai grand rôle où vraiment c'est lui le héros, c'est lui la tête d'affiche. C'est un film qui est très très fun. Je pense qu'on est à peu près tous les trois d'accord sur les qualités du film. C'est un film qui représente typiquement le cinéma hongkongais de cette époque-là, quoi. Avec toutes ces ruptures de ton, tous ces mélanges de l'action, de la comédie, du fantastique, des histoires abracadabrantesques. C'est une série B complètement touffue, super fun, qui pète pas plus haut que son cul, mais qui propose, qui te donne ce qu'elle t'a proposé. Donc c'est vraiment bien. Il y a des sacrées scènes. Alors le chorégraphe, c'est Philippe Kwok, hein, donc. Philippe Kwok, d'ailleurs, il y a plein de passages à faire, hein, parce que dans ce film-là, on a Philippe Kwok, on a Gloria Yip, donc pareil, je parlais tout à l'heure de Lam Nai Choi, c'est des gens qui ont beaucoup travaillé avec Lam Nai Choi, donc pareil, il y a plein de points à faire. C'est un peu aussi toute cette équipe-là, hein, qui se retrouve sur ce film-là. Philippe Kwok, par exemple, là, comme ça, de tête, hein, comme The Cat, dedans, t'as Gloria Yip, t'as Philippe Kwok, c'est lui qui fait les chorégraphies. Là, quand même, dans The Blue Jean Monster, t'as des sacrées scènes de poursuite. C'est plutôt pas mal foutu du tout. Moi, j'ai passé un très bon moment. Je l'avais pas vu, donc je remercie Seb. Il nous avait proposé de regarder ce film pour préparer cette émission. Moi, je l'avais jamais vu. Donc, j'ai vraiment passé un excellent moment en regardant ce film. Et ouais, forcément, c'était un rôle taillé pour lui, hein, un zombie. Voilà, on a un grand mec d'1m85 avec une tête qui fait déjà flipper à la base. Tu lui regardes les yeux et tu lui mets les yeux blancs et t'as un zombie, hein. Donc là, c'était le rôle donné pour lui. Et ouais, c'était un super film. Seb, toi, qu'est-ce que t'as à nous dire de ce film-là? Ouais, moi, c'est un film qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un film que j'avais acheté un peu que sur la pochette, donc dans les boutiques sombres du 13e à l'époque. J'avais découvert en VCD. Je me dis, voilà, la pochette était super cool. Je me dis, je vais l'acheter. Je pense que au pire, j'aurai toujours un ou deux moments à sauver, comme il y a toujours dans les films hongkongais, toujours un ou deux scènes qu'on peut sauver. Du coup, là, je lance ce film, et en fait, je me suis pas emmerdé de la première à la dernière seconde, parce que le film est très bien rythmé. Donc, il est réalisé par Yvan Lay, on l'a pas encore dit. Donc, Yvan Lay, c'était quand même, c'était un des noms de la catégorie 3, parce qu'il avait fait les Daughter of Darkness, pardon. Il avait réalisé The Imp, donc là, Erotic Ghost Story 3, c'est quand même des films assez emblématiques de ce genre-là. Où là, c'est que Yvan Lay, c'est ce genre d'artisan un peu honnête là du cinéma hongkongais, qui trouve d'excellentes scènes d'action, et qui là a réussi aussi à s'imposer dans la comédie. Il y a quand même des scènes assez drôles, qui jouent beaucoup sur le physique de Shin Fu-on. Donc voilà, donc comme disait Paul, donc il faut expliquer aussi la manière dont il revient à la vie. En fait, il se fait flinguer lors d'une fusillade par une bande de truands. Et puis grâce à un mix entre de la piste de chat et de l'électricité, il revient à la vie, un peu façon Frankenstein du ghetto, un peu. Et après, il mène une enquête. Mais le problème, c'est que, en fait, il est en train de se décomposer vu qu'il est mort. Donc, il y a plusieurs scènes dans le film où on le voit en train de se maquiller pour garder apparence plus ou moins humaine. Il faut qu'il se recharge régulièrement en électricité. Donc, il s'injecte de l'électricité, il se fait des décharges avec des défibrillateurs. Il modifie un fer à repasser pour parvenir à se garder en vie, en fait, finalement. Tout ça en masquant sa condition à sa petite amie, aux gens autour de lui. Il y a une scène très drôle dans un commissariat, en fait, ce qui a un petit côté vampire, c'est qu'il ne supporte pas la lumière du soleil. Donc il est dans le commissariat, donc c'est le commissaire qui ouvre les rideaux, puis il les referme, il met ses lunettes. Puis chaque fois, il faut qu'il joue comme ça avec donc, ce côté. Il y a un côté comédie qui est vraiment assez poussé dans le film, mais qui est aussi très. Donc ce rythme de comédie est vraiment tranché net par des scènes d'action qui sont quand même assez brutales, assez montées de façon assez sèche. T'as une petite touche d'érotisme aussi par moment qui arrive avec des quiproquos, notamment sa copine qui pense qu'il est devenu gay. Donc il y a quelques scènes avec son ami là qui sont un peu étranges. Donc voilà, vraiment classique de ce que proposait le cinéma hongkongais de cette époque. Et moi je pense que j'aime beaucoup le film parce que je pense que c'est un film qui
qui même s'il parle de mort vivant, c'est un film qui a beaucoup de vie en fait, il y a beaucoup de rythme. C'est un film qu'on sent honnête, qu'on s'en fait avec passion. Et donc moi c'est un film que je conseille souvent des gens, on me dit ouais un petit film hongkongais et tout, je propose celui-là. Donc comme j'ai fait un poll, donc ça me ravit qu'il ait trouvé le film très très cool. Parce que oui, c'est vraiment un de ces films qui a participé un peu à faire du cinéma hongkongais ce qu'il est. Donc c'est pas un chef-d'œuvre, ça n'était pas un chef-d'œuvre immense du cinéma hongkongais, mais c'est ces films-là, les films un peu de Ligue 2, mais qui sont réjouissants à voir, qui permettent à des gens de travailler. Donc voilà, Philippe Kwok, Yvan Lay, tout le casting est quand même à l'avenant. Et voilà, c'est un peu le moment de gloire de Shin Fuon où il montre que c'est un acteur qui peut briller dans le comique, qui peut briller dans le drame aussi, qui peut briller dans l'action. C'est un rôle qui, même si c'est un peu pompé sur un Dead Hit, donc flic aux zombies, il apporte ce truc en plus, ce côté humoristique, ce côté humain aussi au personnage, parce que malgré son visage assez patibulaire, c'est quelqu'un auquel on s'attache rapidement. Donc dans le film, il montre ça, ce côté très humain qui pouvait sortir de lui. Et voilà, si on m'avait dit que le film sortirait un jour en Blu-ray, je n'aurais pas cru, mais finalement, donc là, il va sortir là, dans une belle édition en plus. Je trouve assez bien le travail de Etienne Film qui sort pas mal de choses assez intéressantes et surtout du travail de qualité. Donc ouais, c'est un petit film comme ça qu'on a tous, qu'on aime particulièrement. Et moi, celui-là en fait clairement partie. Ouais, c'est marrant parce que Yvan Lay, qui, comme tu as dit, qui est un réalisateur un peu emblématique de la 4-3, là, il frise toujours avec. On a quand même des trucs toujours limite. Comme tu as dit, on a des scènes d'action très goresques, on a des trucs un peu scabreux. Le truc des nouilles, là, moi, ça me tue. Ça m'a tué, moi. Ça m'a tué, c'est excellent. Quand il bouffe les nouilles et que ça sort de son ventre et que l'autre le bouffe. Enfin, on a plein d'idées bien dégueu, mais on reste dans un truc qui se tient. Alors, il a joué dans quelques 4-3, excusez-moi, Ching Fui-on, il a joué dans Ebola Syndrome, il a fait Vengeance, que je sais pas s'il est catégorisé 4-3, Vengeance de la même chose. Il me semble que si, ouais. Que si, mais c'est quelqu'un qui s'est pas trop investi dans cette catégorie-là. On l'a pas trop retrouvé dans ce genre de film. Donc c'est marrant. Mais là, c'est je te rejoins là vraiment. Si quelqu'un veut voir ce que c'était qu'un film d'artisan hongkongais, un film d'exploitation complètement fou, complètement décomplexé de cette grande époque, The Blue Jean Monster en est un très bon exemple. Max, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je vais donner vous avez dit plein de trucs, mais je vais essayer d'apporter quelques trucs que vous avez pas dit. Le film est produit par la Golden Harvest, faut quand même le rappeler. Et en fait, l'actrice qui joue sa femme, ou moi une actrice que j'adore, qui s'appelle Pauline Wong, que je surkiffe vraiment, tant par sa beauté que par sa qualité vraiment d'actrice. C'est une très bonne actrice. Et donc, elle jouait aussi dans Air Vengeance de Armagno. C'était elle qui la même chose, Air Vengeance. Pardon, oui, de Damon Joy. Et donc, c'est le personnage principal qui se venge, voilà. Donc, c'est interprété par Pauline Wong, donc actrice carrément magnifique. Et ce qui est intéressant, en fait, dans Blue Jean Monster, par rapport au choix de Ching Fuon, c'est que le film, en fait, le titre en VO, c'est Zhonghui Anjin. Donc, Zhonghui, en fait, c'est un dieu chinois protecteur qui est posé sur les portes en fait en Chine et dans le monde chinois en général. C'est un dieu protecteur en fait de la Chine. Et en fait, pour la petite légende, c'est que c'était un homme qui ressemblait à un démon et il était tellement laid que quand il a passé le concours impérial, en fait, il s'est fait recaler et pris de désarroi absolu, il s'est suicidé sur les marches du palais impérial et l'empereur lui aurait donné le titre à titre posthume en fait, tellement il était c'était un mec surdoué mais qui avait une tête de démon et donc d'où le choix et pareil à la fin du film le Blue Jean Monster en fait sa femme lui dit tu as eu une vie un peu malheureuse sur Terre mais tu auras ton vrai rôle en enfer de Dieu protecteur et tout. Elle lui dit ça à la fin du film et en fait c'est un peu comme une espèce de réactualisation moderne préquel du dieu donc Zhonghui chinois, une réadaptation, parce qu'en fait il faisait beaucoup à Hong Kong à cette époque-là, il reprenait un peu des mythes et il les réactualisait dans le monde contemporain. Et donc en fait à la fin ça nous dit, et à la fin si vous vous rappelez bien, le dernier panneau quand il y a le générique, on voit en fait la tête de Ching Fuon posée avec le flingue comme ça sur la peinture, une peinture de Zhonghui, donc du dieu protecteur chinois, qui ira ensuite en enfer et le dieu des enfers lui dit
dira tu seras le dieu protecteur, voilà, tu combattras les démons. C'est un mec qui a une apparence de démon et qui combat les démons, qui combat en fait pour le bien, mais qui a une apparence de démon. D'où la relation avec le personnage, l'acteur aussi, qui est bien vu. Et puis voilà, c'est une figure qui sera beaucoup utilisée dans l'exorcisme taoïste, dans plein d'écoles comme ça, dont on a déjà parlé, l'exorcisme taoïste dans notre épisode 2, hein, sur la Ghost Kung Fu Comédie. On vous invite à le revoir. Et puis donc voilà, c'est moi, outre le côté effectivement culturel là que j'ai un peu énoncé, et au niveau des racines, c'est vrai que c'est un film que moi j'avais vu il y a très longtemps et que j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais qui m'a un petit peu déçu là en le revoyant, parce que je m'attendais à un peu plus de violence. Et en fait, le film est très comédie. Et j'avais oublié à quel point il était comédie à l'époque. Moi, quand je l'avais vu à l'époque, j'avais surkiffé. Là, je me souvenais pas qu'il y avait autant de. Je m'attendais en fait dans ma tête à plus de scènes à la Ghost Kung Fu, quoi, un peu plus d'horreur, un peu plus de sang, un peu plus de trucs. Alors ça, on y retrouve quand même pas mal, et il y a plein de trucs bien, et Ching Chun est parfait, le duo Pauline Wong, Ching Chun et tout, mais j'avais oublié le côté comédie, et presque un peu comédie même de mœurs, un peu, enfin comédie de couple en fait, parce qu'en fait il y a beaucoup de quiproquos entre le couple. C'est un film qui parle de ça en fait, c'est une comédie de, j'ai pas le terme en fait exact, comédie de couple, il doit y avoir un terme pour ça, mais voilà, j'avais oublié que c'était un petit peu le centre du film. Ça m'a un petit peu refroidi par rapport à ma vision de départ, mais ça reste quand même un film très 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 cool, et un des grands classiques de la série B hongkongaise. Ouais, mais les couples, c'est un truc qui se faisait beaucoup aussi à Hong Kong à l'époque. Là, si tu prends Sit on Fire, t'as aussi tout ce côté avec le couple entre Chow Yun-fat et sa copine. Donc c'est quelque chose qui est assez central au film. Il faut aussi il faut le dire. T'as raison de le dire. C'est majoritairement une comédie centrée sur comment Chow Yun-fat va réussir à masquer son état de corps en décomposition finalement. Autant à sa copine qu'à ses collègues. T'as des scènes de comédie qui sont aussi dans le commissariat. Puis t'as quand même des scènes qui sont un peu folles, genre quand il se colle une serviette hygiénique sur le ventre pour masquer un trou. T'as une scène où il mange des nouilles, la nouille ressort par le trou de son bide. Voilà, c'est des idées comme ça il y a que Hong Kong qu'on pouvait imaginer des choses comme ça. Donc nous les imaginait, et eux le faisaient à l'écran, donc c'est ça qui marchait bien. Mais oui, c'est à la base c'est une comédie fantastico d'action, on va dire, avec des scènes. Et aussi pour revenir un peu à ce que je disais sur cette histoire de démons, c'est peut-être aussi pour ça que le film commence par une scène dans un temple où on les voit en train de prier sur les marches d'un temple là. Et après là, on voit que les mauvais augures commencent avec toute la partie un peu religieuse et spirituelle qu'il y avait dans les films de Hong Kong aussi, qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui était souvent présente aussi à l'arrière-plan, en filigrane des films hongkongais, même du plus petit film ou du film le moins spirituel possible. Enfin, tu vois, ce côté un peu à moitié religieux, moitié un peu superstition, qui était très très présent à l'époque. Et là, on retrouve ça dès la scène d'intro. En fait, il est en train de prier, puis je sais pas exactement ce que c'est, mais il y a des choses qui se cassent, et ça augure de mauvais présages pour lui. Et le film va s'enchaîner après à partir de là. Et d'ailleurs, il est très honnête dans sa manière de faire, parce que sa femme ne voit pas que c'est lui qui casse le truc. Et enfin, je sais pas si vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a une histoire avec une petite vieille. Ouais. Et lui, et la petite vieille va croire que c'est son truc à elle qui est cassé. Et en fait, lui va revenir vers la petite vieille, mais sans le dire à sa femme pour pas brusquer sa femme, qui, on le rappelle, enceinte. Et il va dire à la petite vieille, vous inquiétez pas, celui qui aura le malheur, c'est moi, vous pouvez être tranquille, vous pouvez dormir. Donc il y a un côté aussi noblesse du personnage, que tout de suite, t'es avec le personnage parce qu'il est noble, il est un peu, il est pas forcément, il est un peu idiot et tout sur les bords, il est un peu maladroit, mais en même temps, c'est un bon gars, quoi. Il va. Donc c'est aussi pour ça, je pense que le dieu de l'enfer après le rappellera, parce qu'il verra sa bonté, etc. Il y a toute cette connexion. Après, le thème de la famille, de la religion, tout ça, c'est propre de toute façon à la culture chinoise, et ça on y retrouve dans tous les films de Hong Kong. Donc c'est au cœur, c'est un peu normal. C'est un substrat que nous, on voit moins en tant qu'occidentaux. On regarde pas les films de la même manière, mais que les Chinois, eux, ils ont une autre réception de ces films. Donc bien entendu, c'est des films de divertissement et tout, mais souvent on a remarqué en fouillant un petit peu qu'il y avait plein de films qu'on n'avait pas compris comme les Chinois l'auraient compris. Voilà, Max qui est marié à une femme chinoise,
elle lui explique souvent pas mal de trucs que nous on avait pas vu dans les films. D'ailleurs, j'aurais bien voulu le voir avec elle. Celui-là, je l'ai malheureusement pas vu avec elle, mais je pense qu'elle m'aurait expliqué plein de trucs parce qu'elle est vachement là-dedans dans l'ésotérisme, les trucs un peu comme ça. Elle est pas forcément religieuse, mais elle est un peu spirituelle. Enfin, elle aime bien ce type de trucs et elle m'aurait apporté des réponses par rapport justement à le fait de casser le truc. Elle m'aurait dit, parce que je vois aussi que le film blasphème pas mal de trucs, la serviette hygiénique sur les plaies, il y a plein de trucs. Je pense qu'il y a plein de trucs du tabou chinois aussi qui doivent être dits. Peut-être que là, elle aurait bondi, elle m'aurait dit, ce truc-là, c'est incroyable qu'ils aient dit ça, machin. Je pense que ça aurait été intéressant. Il faudrait que je le revoie avec elle, en fait. Je pense qu'elle me ramènerait encore plus de pistes et de visions et de manières de voir. Parce qu'effectivement, eux, ils le voient d'une autre manière. Des fois, il y a des films, quand nous, on voit, on se dit, putain, mais c'est complètement con. Alors qu'en fait, pour eux, c'est un truc qui soit les fait super marrer, soit un truc complètement logique à leur culture. Et en même temps, ils jouent avec ça. Ce qu'elle constate beaucoup, c'est que quand elle voit un film de Hong Kong, elle se dit, ils vont quand même assez loin. Ils parlent de trucs que nous, on parle plus vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, même dans la culture chinoise profonde, à Hong Kong, ils se permettaient des trucs qu'ils disaient pas, mais il y avait des trucs où ils se permettaient des trucs quand même assez, même au niveau de la religion, au niveau de plein de trucs. Et donc c'est toujours intéressant aussi de ça, on le rappelle toujours qu'on voit ces films d'une certaine manière avec nos yeux à nous, mais que parfois aussi il faut aussi c'est intéressant de le voir avec les yeux des concernés, des gens pour qui ça a été fait et par qui ça a été fait. C'est aussi c'est encore plus intéressant en fait. Du coup, ça rajoute pas mal de background à l'histoire, effectivement. Moi, j'ai vu aussi un petit aperçu de ça quand j'avais fait mon livre. Parce qu'en fait, Ringo Lam, c'est quelqu'un pareil qui était très spirituel. Ça se voit pas forcément dans ses films quand nous, on les regarde. Mais si on prend, par exemple, Wild Search, là aussi, on voit qu'il y a ce côté-là. Si on prend tous les films, tous les passages dans les nouveaux territoires qui sont assez axés sur la tradition et toutes ces choses-là qui sont vraiment propres à la culture chinoise, que nous, on peut pas percevoir, mais qui sont présents. Et il y a souvent ces petites scènes où ils font des prières ou ce genre de choses. Nous, on voit ça comme un truc un peu passe-partout, mais qui est assez important pour dans les cultures chinoises et qui revient beaucoup dans les films. Il y a sur ces scènes, on voit des hôtels avec des bâtons d'encens comme ça qui sont plantés. Et aussi, ils font beaucoup ça aussi donc sur les tournages même. Donc pour protéger un peu le tournage, ils font un peu des bénédictions comme ça à base d'encens et d'offrandes. Bon, j'utilise peut-être les mauvais termes parce que je les connais pas, mais je sais que c'est un truc qu'ils font souvent sur les tournages même. Mais même pas forcément que sur les tournages. Même moi, j'ai bossé un peu à la télé, à la TVB au tout début. Il y a ça aussi. Ils font en fait, c'est un rituel qu'ils font. Ils découpent un cochon, ils distribuent les morceaux et puis après ils prient tous ensemble. Ça, c'est un truc qui se fait même pour tout type d'événement en fait important. Voilà, c'est vraiment un truc culturel quoi. Alors, Chung Fui-on, il a joué donc dans quelques films fantastiques, dans quelques films avec des sous-textes spirituels ou traditionnels, mais il a quand même vachement joué le gangster. Le polar, Alors, son rôle emblématique, je pense que la plupart de nos auditeurs connaissent, bien entendu, c'est celui de The Killer, où il fait l'antagoniste principal de Danny Lee. Où il a marqué, je pense, les esprits vraiment à partir de ce moment-là. The Killer, on peut revenir dessus. Chef-d'œuvre de John Woo, moi personnellement, c'est mon préféré du bonhomme. Donc là, il a un vrai rôle, parce que par exemple, il joue dans le syndicat du crime, Chung Fui-on, mais il fait figure de figurant. Il est derrière le boss. Ouais, c'est ça. Je suis même pas sûr qu'il parle. Dans le 2, il parle, je crois. Dans le 2, il parle, ouais. Ouais, je crois qu'il a 2-3 répliques, ouais. Mais dans The Killer, il a le rôle du grand méchant. Alors, on va le voir chaque fois qu'il y a un film de prison. Alors, dans Prison on Fire, bien entendu, je pense que tu vas nous en parler, Seb. Il joue, mais je pense par exemple à même des comédies comme The Magic Crystal. Il y a une scène de prison dedans. Il est là. Alors, Magic Crystal, comédie de Wong Jin, il me semble. Ouais. Très sympathique et très mal fichu. C'est sympa. Mais c'est un peu le bordel. Avec des sacrées scènes de baston quand même. Franchement, il y a des beaux morceaux. Alors ce Chung Fui-on gangster, Seb, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Voilà, moi c'est le gangster du film du polar hongkongais, comme je disais en intro. Si on a vu 5 polars hongkongais dans sa vie, forcément on l'a vu dedans. Parce qu'il est dans les gros classiques, évidemment. On voit
On le voit dans des trucs genre Tiger on the Beat, dans les On Fire, on le voit dans The Killer, comme tu disais. Et pour moi, c'est vraiment The Killer, c'est là où il a vraiment explosé aux yeux de tous, parce qu'il a un vrai rôle. Il fait pas seulement que buter des gens et juste apparaître en tant que silhouette. Là, il a vraiment un rôle qu'il peut un peu développer en antagoniste de Shun Fat. Donc Shun Fat qui est toujours un peu le beau gosse Simon Kongé, il est là, très très classe, très très beau, qui est assez grand aussi. Shun Fat d'ailleurs, c'est important de signaler. Donc il fallait quelqu'un qui ait une carrure pour pouvoir vraiment s'opposer à lui. Donc là, Shin Fuan, on le voit avec ses lunettes là, ce grand costaud. C'était un peu en fait, après The Killer, il a fait un peu que décliner ce rôle-là dans plein de films. L'homme de main qui tue des gens, qui casse des gueules. Mais c'est vraiment dans The Killer où il est le plus développé. Et c'est probablement aussi grâce à Danny Lee aussi qui l'a poussé à ce que John Woo le prenne dans le film et lui donne un rôle qui est quand même assez c'est un de ses plus grands rôles secondaires finalement, c'est dans celui-là. Et c'est après The Killer, il voit aussi que sa carrière va vraiment commencer à tourner énormément de films. Je crois en 89, il va tourner 24 films, ce genre de choses. Donc après, il va être énormément demandé pour c'est à la fois une bénédiction et une malédiction, parce qu'il va toujours être coincé un peu dans ce rôle de refaire toujours le même rôle. Alors que les films où il sort un peu de ça, on voit qu'il a quand même plus de capacité, qu'il peut jouer la comédie, il peut être très bon dans des rôles plus comiques ou même des rôles dramatiques. Parce que pour revenir sur Bujin Monster, tu as quelques scènes un peu de mélodrame aussi où il meurt avec sa femme, où là il est aussi très crédible là-dedans. Donc c'est quelqu'un qui a une grosse carrière, mais qui aurait peut-être pu avoir une carrière plus diversifiée. Mais son rôle dans The Killer a été tellement marquant pour beaucoup de monde, parce que The Killer est marquant pour beaucoup de monde. C'est un des 3-4 films qui a vraiment parlé à des gens. C'est grâce à ce film-là que beaucoup de gens sont devenus fans de Simon Kongé. Et forcément, Shin Fuan, il est aussi pour quelque chose. Bien sûr, il y a Shun Fat, il y a John Woo, tout ça, mais Shin Fuan aussi, il a participé à faire de The Killer ce qu'est The Killer. Et aussi, voilà, je reviens aussi sur cet antagonisme entre les deux. Alors que dans la vraie vie, c'est quand des gens qui sont assez proches, ils sont de grande taille tous les deux, ils viennent d'un milieu pauvre tous les deux, de la campagne hongkongaise. Donc il y a aussi ce côté un peu ascension du petit paysan qui arrive sur les plateaux de tournage, et le fait que les deux s'opposent, mais soient des parcours de vie un peu semblables sur certains points. Ça aussi, je trouve que c'est à souligner, ça apporte un peu de background au film en lui-même. Et voilà, Shin Fuan, s'est nourri de sa vie pour apporter tout ça au personnage, qui en a fait un personnage emblématique vraiment du film et du cinéma de Hong Kong plus tard. Alors, est-ce que tu pourrais, je sais pas si tu as des anecdotes ou des choses, puisque quand même tu as quand même plus que brillamment bossé sur le personnage, même s'il fait une brève apparition, mais très marquante dans Prison on Fire, de Ringo Lam, Ching Fuan. Est-ce que tu as des anecdotes où tu sais comment ça s'est passé entre eux ou Alors, c'est toujours un peu compliqué d'avoir accès à ce genre de choses, mais moi, ce que j'en ai par rapport aux recherches que j'ai faites, en fait, et c'est qu'il a été donc c'est un film qui est scénarisé par Namien, donc le frère de Ringo Lam, qui lui aussi est un gangster qui a fait de la prison, qui a fait. Bon, c'est un petit peu nébuleux, donc on ne sait pas exactement où est la limite entre la légende et la vérité, mais de ce qui est plus ou moins sûr, c'est quelqu'un qui avait des connexions avec le milieu des triades, qui a fait de la prison, qui a une vie compliquée. Donc c'est pour ça que c'est à partir du moment où lui arrive au scénario des films de Ringo Lam, ces films sont plus secs, plus durs, qui sont vraiment centrés sur il y a tout ce côté vraiment mythologie un peu des gangs qui est cassé, pour montrer le côté un peu le vrai côté de ce que sont les gangs à Hong Kong, en fait, grâce à lui qui les a connus. Et donc c'est probablement par ses connexions avec le milieu qu'il a pu conseiller à Ringo Lam de prendre Shin Fuan pour le mettre dans le rôle, parce que Prison Fire, là, c'est un film qui montre un peu ce qu'était la vie des prisons à Hong Kong, qui est un film qui est assez dur. C'est pas le plus dur de Ringo Lam. Pour moi, c'est School on Fire qui est vraiment le film le plus difficile. La référence. Voilà. Mais t'as quand même ce côté un peu pas documentaire, parce que j'aime pas ce mot-là, mais t'as un côté vraiment
pas naturaliste, une véracité qui se montre dans le film. Parce que Golam aussi, de par Namine, a fait beaucoup de recherches sur les prisons. Et Shin-Fuan a apporté sa connaissance du monde des prisons, des règles de prison, comment ça se passe entre les prisonniers, entre les différents gangs, les différentes ethnies aussi. Ça, la guerre d'ethnie, c'est plus dans Prison Fire 2, on la voit. C'est plus centré sur les gangs aussi dans le premier. Et t'as aussi comment tout en prison, en fait, il y a une partie d'échec entre les différentes factions, entre les gardiens, entre les directeurs. Il faut savoir s'allier, avec les bonnes personnes, pas. Et Shin-Fuan avait cette facilité à se mouvoir dans le monde de la prison. Et c'est pour ça aussi qu'il a été employé sur le film. C'est pour apporter de un, son jeu d'acteur, aussi de deux, sa connaissance du monde carcéral, et c'était un peu le relais de Namine sur le tournage. Namine qui a écrit le film, qui a fait de la prison. Shin-Fuan qui joue dans le film, qui a fait de la prison. Et là, il a besoin de ce personnage pour installer la véracité de son film. Donc, t'as aussi le côté avec Tony Leung et Sean Fat qui arrivent, donc qui eux connaissent pas du tout la prison. Il fallait des personnages secondaires comme ça. D'ailleurs, le film il y a un peu, on se trouve beaucoup d'anciens membres des triades, donc amis de Yamin qui habillent le film en fait, qui habillent ce côté-là. T'as plusieurs prisonniers qui sont des gens qui viennent vraiment de ce milieu-là. Et c'est aussi la force de Ringo Lam, c'est de proposer aussi ce genre de personnages au background très habité pour habiller ces films finalement. Et donc c'est grâce à Namine qu'il a pu arriver sur le film. Ok, donc il a eu un rôle et d'acteur, mais aussi en même temps un peu, on peut dire sur ce film-là, de consultant, on va dire. Voilà, c'était vraiment le relais du scénario sur le tournage, quoi. En fait, dans le scénario à Hong Kong, c'est pas les mêmes scénarios que qu'on connaît. C'est plutôt des suites de petites scènes assez basiquement, qui sont souvent improvisées sur le plateau, avec les comédiens et tout. Et donc, il faut des gens qui connaissent exactement comment ça se passe dans le milieu où se fait le film pour pouvoir donner leur avis et driver un peu les choses. Et donc, Shin-Fuan, par sa simple présence, il a amené ce côté-là, s'il savait comment ça se passait en fait. Et donc Ringo Lam, c'est quelqu'un qui aime bien que les choses ressemblent à la réalité. Et quand tu mets Shin-Fuan dans une prison, ça ressemble à la réalité, quoi. Parce que dans sa vie personnelle, je crois qu'il avait été condamné à 4 ans de prison, mais il en a fait que 2 pour bonne conduite, je crois. Donc, ouais, c'est ça. Donc aussi, il y a aussi un petit lien avec le personnage de Tony Leung qui essaie de bien se comporter dans la prison. Voilà, il a pu éventuellement lui expliquer comment faire pour se faire bien voir, etc. Pas trop être dans les embrouilles. Oui, sa peine a été réduite de 2 ans parce que pour bonne conduite, et le fait qu'il avait un enfant aussi à l'extérieur a joué aussi dans l'allègement de sa peine. Et voilà, il a pu aussi expliquer un peu autant à moins Sean Fat qu'à Tony Leung. C'est vraiment le rôle de Tony Leung, c'est le personnage lambda qui arrive en prison qui tue quelqu'un par accident et il se retrouve en prison. Et Shin-Fuan a pu le driver sur comment arriver dans une prison, comment se faire à la prison, comment sortir d'une prison aussi après, parce que lui, il a fait tout ce parcours, lui-même un peu que le personnage. Donc c'est un peu une espèce de guide sur le plateau. Et je sais que voilà, c'est quelqu'un qui était assez familier sur les plateaux, donc il avait beaucoup d'amis, il était assez apprécié dans le milieu, quoi. Et donc c'est bien d'avoir des gens aussi comme ça sur les plateaux pour driver un peu tout le monde. Ouais, donc grande carrière de Ching Foo-yeon. Alors, on pourra pas vous parler de tous ses films parce qu'il en a fait entre 250 et 300, je sais plus exactement. Hein. Mais ce qu'on pourrait faire, les gars, c'est peut-être parler chacun d'un film dans lequel il apparaît, qu'on aime bien. John, ouais. Toi, t'avais un film à nous proposer? Ouais, c'est un film qui est sorti en 91, la même année que Blue Jean Monster. Ça s'appelle A Rascal's Tale. J'essaie de bien le prononcer. C'est réalisé par Dick Shaw. Et je le trouve plutôt sympa, ce film. Il n'est pas extraordinaire, mais c'est le rôle de Shin-Fuan qui m'a plutôt marqué. Parce qu'il joue un père de famille qui va voir son fils être un petit peu entraîné dans les triades et il va essayer de tout faire pour l'en sortir. Alors, c'est pas vraiment un grand film, hein. C'est un peu poussif, ça joue pas très bien, surtout le personnage du fils qui est assez insupportable. Mais Shin-Fuan brille en père de famille qui essaie un peu de protéger les siens. C'est un polar assez classique
Mais il y a une scène à la fin que je trouve incroyable, qui est une énorme baston à la machette dans un appartement qui dure 5-10 minutes. C'est frénétique, c'est ultra violent. Il y a un assez bon casting, parce qu'on retrouve Carrie Hung qui va jouer la femme de Shin Fyon. On a Ken Lo qui va jouer un homme de main, un gangster. On a Michael Mew aussi. On a Sylvia Cheng. C'est pas un film extraordinaire, mais c'est une petite série B sympa. C'est fait partie de ce genre de petits films hongkongais que beaucoup de gens cherchent à voir, principalement pour le final, pas vraiment pour l'intrigue principale qui est assez classique, mais pour cet affrontement à la machette dans l'appartement qui est apocalyptique. Il faut essayer de voir ce film. Moi, je conseillerais un film qui s'appelle Fist of Fury 1991. Qui est un remake du Fist of Fury de Bruce Lee, mais en mode comédie avec Stephen Chow. On avait parlé de Stephen Chow en début d'émission, donc il y a encore des liens, hein, où Ching Fu-on joue un rôle de faux sifu qui est en fait un vrai gangster, un vrai truand. Et il y a des scènes d'ailleurs assez marrantes. C'est un film super. Alors je suis désolé, je me rappelle plus qui l'a réalisé, mais par contre je sais qu'il l'a chorégraphié. C'est Corey Wen. Il y avait même d'ailleurs Yuen Tak qui était derrière aussi à la chorégraphie. Donc on a des super chorégraphies. On a un combat de mollard entre Stephen Chow et Kenny B qui est quand même c'est un combat de mollard. Si vous l'avez jamais vu de combat de mollard, regardez Fury 1991, il y en a un génial. Et donc c'est un film super marrant, qui annonce tout ce que Stephen Chow va faire par la suite, qui reprend le mythe de Bruce Lee pour en faire un truc complètement fou. Et Ching Fu-on qui a un rôle un vrai rôle. Alors il a pas le premier rôle, mais il apparaît, il a des scènes, il fait comme toujours le méchant de service, mais il le fait très bien. C'est une comédie super bien chorégraphiée. Bon, quand on sait qui est derrière, ça c'est à peu près sûr que le boulot est fait. Donc voilà, moi je suis désolé, je me rappelle plus du réal, je l'ai pas devant les yeux là, j'ai pas de fiche. Fist of Fury 1991 avec Stephen Chow, Kenny B, Ching Fu-on, chorégraphié par Corey Wen. Si vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille. Seb, t'as un film à nous donner? Ouais, moi il y a un film que j'aime bien, qui en fait c'est To Live and Die in Kim Sha-tsui, qui est un peu le brouillon de Infernal Affairs. Donc c'est un film dans lequel Shin Fyon fait le méchant. Je crois que c'est réalisé par Andrew Lo déjà, qui pour moi c'est vraiment le brouillon de Infernal Affairs. Et c'était scénarisé par Roy Zito, si je dis pas de bêtises, qui est un scénariste quand même emblématique de Hong Kong. Et donc c'est Jackie Chung qui joue un infiltré dans une triade, donc qui grimpe les échelons de la triade, et finalement il va avoir un cas de conscience. C'est un peu comme dans Infernal Affairs. Donc là c'est un film où il y a l'avantage de retrouver à la fois Shin Fyon en méchant, et aussi Roy Chung, qui est aussi un des grands méchants emblématiques du cinéma de Hong Kong, que moi j'aime beaucoup aussi, qui a beaucoup tourné avec Ringo Lam d'ailleurs. C'est pour ça que je voulais le citer aussi. Bon, si le film n'est pas du niveau de Infernal Affairs, je pense c'est quand même un film qui a à voir, parce qu'il y a un gros casting. Donc, outre les méchants et Jackie Chung, on retrouve Tony Leung, il y a Vinnie Chan qui a un rôle dedans. Et c'est un film qui est aussi emblématique de ce qu'on pouvait faire à l'époque à Hong Kong. C'est produit par Wong Jin. Donc c'est des gens un peu disparates comme ça qui arrivent à se mettre ensemble pour produire des films qui sont de qualité. Donc To Live and Die in Kim Sha-tsui, pour voir une espèce d'ersatz avant l'heure de Infernal Affairs qui est moins tenu, mais qui est un peu plus foufou, qui est plus relativement des séries B de Hong Kong, alors que Infernal Affairs c'est vraiment un film de série A, un grand pas hongkongais. Là c'est un peu la version un peu série B, mais qui a quand même beaucoup de qualité, comme moi j'aime bien, et qui a des bons films de Andrew Lo, qui n'en a pas fait tant que ça, parce qu'à part la trilogie, le reste avec Primo est pas ouf. Mais celui-là, je le mettrai en évidence parce que c'est un film que j'aime bien et qu'on trouve un bon casting. Et c'est l'occasion de voir Roy Chung et Shin Fyon en même temps, et ça fait toujours plaisir quand on est fan de polar Hong Kong. Et toi, Max? Ouais, juste effectivement sur ce que tu disais, Sébastien, ça on l'a pas rappelé, mais il faisait effectivement partie des 4 grands méchants du cinéma de Hong Kong, avec Roy Chung, Tommy Wong et William Ho. C'était vraiment les quatre gueules mythiques, les 4 méchants emblématiques. Voilà, c'est juste pour rappeler ça un peu pour les auditeurs. Moi, je vais conseiller un film où il va avoir un rôle de gentil.
En fait, c'est une petite gosse kung-fu comédie dont on n'a pas parlé la dernière fois, que j'ai complètement oublié, mais qui est pourtant sortie en France, chez Asian Star, dans un coffret de bonne qualité, qui s'appelle Eternal Combat, réalisé par Thomas Sibb. Oui, c'est vrai. Et on l'a complètement zappé, donc je vais le faire maintenant, comme ça rattrapera un peu, mais je l'ai complètement oublié. Alors que c'est un film, c'est pas un immense film, mais il y a un sacré casting. Il y a quand même Lam Chi-Ying qui reprend le rôle du Fatsi, Joey Wong qui reprend le rôle donc un peu de la dame, un peu voilà, la princesse un petit peu. Et c'est un film en fait de voyage dans le temps où on va retrouver donc le Fatsi interprété par Lam Chi-Ying et ses disciples, dont un de ses condisciples qui est interprété par Ching Fu-on, qui joue un rôle de gentil. Moi j'aime beaucoup quand il fait des rôles de gentil, je le trouve beaucoup plus intéressant parce qu'en fait il est c'est plus approprié par rapport à sa personnalité. Il y a un côté nounours comme ça, un peu avec une gueule. J'aime bien quand il fait des gentils, donc c'est assez rare. Mais j'aime bien quand il fait des gentils. Et du coup, voilà, Eternal Combat, c'est ce qu'on disait un petit peu. Ça clôt un petit peu. C'est dommage qu'on n'en ait pas parlé parce que ça clôt un peu le débat. Est-ce que l'histoire de fantôme chinois est une gosse kung-fu comédie? Bah en fait, Eternal Combat répond en partie à la question parce que on va retrouver Joey Wong. Et on va retrouver les archétypes du Fatsi, mais dans le monde d'Histoire de fantôme chinois, avec les apparats, films un peu apparats plus wuxiapian, plus temps un peu plus ancien, par rapport aux Mister Vampire qui sont beaucoup plus contemporains de l'époque de la Chine. Là, c'est beaucoup plus ancien, donc et ça va être un Mister Vampire avec le style Histoire de fantôme chinois qui va se retrouver par un voyage dans le temps. Je pense que Jean-Marie Poiret s'est beaucoup inspiré de deux films, c'est Time Warrior et Eternal Combat pour les visiteurs, parce qu'on retrouve l'archétype de plein de personnages. Voilà, c'est de la comédie en fait, hein, c'est de la comédie d'action qu'on retrouve typique et tout. Donc et puis Ching Fu-on est un peu à contre-emploi. Il se trimballe avec une espèce d'armure et des cheveux longs. Et il a un côté un peu comme ça, voilà, le disciple bourrin, ce qui manquait un petit peu. Voilà, et c'est la première fois qu'on voit une espèce de monstre comme ça, de carrure imposante, être le disciple du Fatsi interprété par Lam Chi-Ying. Et c'est un film qui est sorti en France, alors qui est maintenant pas forcément trouvable partout, qui est jamais vraiment ressorti. D'ailleurs, il faudrait peut-être le ressortir. Je sais plus vraiment ce que ça vaut. Hein. J'avais un assez bon souvenir. Anthony Wong aussi joue dedans. Il fait le méchant. Il fait une prestation assez dingue aussi. Et voilà. Mais ce qui était intéressant justement, c'était le côté la rencontre entre Mister Vampire et Histoire de fantôme chinois avec Lam Chi-Ying et avec Joey Wong qui était l'actrice de Histoire de fantôme chinois. Donc on retrouve un petit peu, c'est un des rares films qui mélange un peu les deux et qui apporte de l'eau au moulin de la théorie selon laquelle c'est aussi de la gosse kung-fu comédie Histoire de fantôme chinois. Donc voilà, si vous aimez le genre et puis si vous voulez voir Ching Fu-on dans un rôle un peu à contre-emploi, sympathique et comique, un petit peu dans la vibes des Blue Jean Monsters, alors nettement moins violent dans mon souvenir et nettement moins catégorie 3, mais très très cool à regarder. Donc voilà mon conseil pour Ching Fu-on. Et c'est sorti chez Asian Star dans un coffret. Ouais, c'est ça, c'était sorti chez Asian Star. Donc je suis passé totalement à côté. Ça avait pas du tout fait grand bruit. Moi, je l'avais acheté à l'époque parce que j'étais un collectionneur aiguisé. Et aguerri, je sais plus j'ai pas trouvé le terme, mais enfin en tout cas voilà, je l'avais, mais effectivement il est complètement passé inaperçu à l'époque, alors qu'il est sorti chez nous. Ouais, alors je te coupe 2 secondes, mais je pense qu'il est ressorti en Blu-ray chez Vinegar Syndrome, je pense. Il me semble avoir vu passer ça il y a quelques temps. Ah oui, oui effectivement, j'ai peut-être raté parce que je suis pas au courant de tout. Ah mais oui effectivement. Ouais. Bah, il est même dispo chez Metaluna là, tu vois. Je vois l'affiche, donc ouais, très belle affiche d'ailleurs. Ouais, ok. Bah super cool. Ouais, donc il est ressorti du coup en Blu-ray. Je savais. Voilà, Vinegar, il ressort pas mal de films hongkongais aussi. C'est un des éditeurs qui fait du bon taf avec eux. Donc c'est cool de voir ce petit revival aussi chez en Blu-ray de films de moins d'importance. Je fais les guillemets avec les doigts qui ressortent en Blu-ray, quoi. C'est plutôt cool de voir qu'il n'y a pas que les grands films, mais aussi des plus petits films qu'on a aimés qui ressortent grâce à des distributeurs comme ça. Donc c'est bien de signaler aussi. Et ouais, pour terminer, je voulais aussi citer l'héritier de la violence, où on retrouve à la fois Ching Fu-on et Meng Goi dedans. Voilà, c'est un peu une façon de boucler un peu la boucle avec les deux. Alors on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur Meng Goi où vous pourrez assister à une passe d'armes entre moi et Max. L'héritier de la violence. Absolument.
Et ouais, mais c'est vrai, j'avais oublié qu'il jouait là-dedans. C'est vrai, t'as raison. Ah ouais, Héritier de la violence, exactement. En tout cas, une carrière super fournie. Donc là, on a une sortie chez 88 Films. Bon, c'est pas un éditeur français, mais vous pouvez vous procurer ce film sur Internet. On peut le commander. Je sais pas, sûrement que Metaluna va aussi en avoir quelques exemplaires avant. Ouais, moi, j'ai préco déjà, donc ils ont un nom chez Metaluna. Ouais. Voilà, on vous conseille donc de regarder ce film qui va vous faire passer un bon moment, et on vous conseille de vous procurer l'ouvrage sur Ringo Lam de Sébastien Lecoq chez Aardvark, qu'il faut absolument lire, et on sait qu'il y aura bien entendu des suites et qu'il n'a pas fini de vous étonner et qu'il n'a pas fini de vous proposer des choses. Seb, on va te laisser le mot de la fin. Merci pour l'invitation et les bons mots sur le livre. Et puis voyez les films de Ching Chuan, quoi, ce que je peux dire. Voilà, voyez des films hongkongais en général. Il y aura souvent Ching Chuan qui sera quelque part, ou tapis dans l'ombre, ou moins dans l'ombre, mais il sera jamais très loin. C'est ça. On reconnaît un bon film hongkongais, soit il y a l'âme suède dedans, soit il y a Hong Kong, soit il y a Ching Chuan. Donc voilà. C'est ça, exactement. Écoutez, après ce tour de piste, je pense que on va vous saluer. On remercie encore Sébastien Lecoq de nous avoir fait le plaisir et l'honneur de venir au Raging Fire Club. Il a sa carte de membre, il revient quand il veut. On vous embrasse tous et toutes. Moi, je vous dis à très vite, et je laisse la parole à mes confrères pour vous donner le mot de la fin. Et je vous dis à bientôt. Pareillement, c'est un plaisir d'enregistrer sur ce grand monsieur, cette légende du cinéma hongkongais. Merci Seb de ta participation, merci les gars, et merci à nos auditeurs de nous écouter fidèlement. Et pareil, merci encore à tous, merci encore Sébastien pour ta venue. Ça nous fait très plaisir, et on espère que tu reviens quand tu veux. En tout cas, la porte est grande ouverte et le club est grand ouvert. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis on vous dit à très bientôt et on vous embrasse fortement. Prenez soin de vous. Salut. Salut. Ciao. Au revoir tout le monde.